טוב. בוקר טוב. On va parler aujourd'hui de Korach et de ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre, quel message on peut prendre de ce que Korach a fait. Évidemment, on ne va pas faire la même chose parce que ça n'a pas trop marché. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de la conduite que Korach a eue? Si je vous posais la question, quels sont les traits de caractère qu'un manhig doit avoir, un homme politique par exemple, quels sont les traits de caractère qu'il doit avoir, vu la situation qu'on connaît dans le monde entier, pas seulement ici? Alors c'est quelqu'un qui doit savoir très bien parler, très bien mentir, peut-être même très bien savoir voler, etc., etc. Ça, c'est des traits de caractère adaptés dans le monde entier aujourd'hui pour pouvoir devenir quelqu'un qui va simple. Évidemment, on va l'étoffer avec un très beau discours, mais en d'autres termes, on est tous très contents quand on voit quelqu'un qui arrive à se débrouiller, à surmonter toutes les embûches qu'on lui met, parce qu'on sait c'est un petit malin. Dans la paracha de la semaine, on parle de Korach. Korach, quand il est venu voir Moshe, il est venu avec des arguments apparemment intéressants, et on connaît la fin qu'il a eue. On a besoin de comprendre son point de départ et son point d'arrivée. Dans le Midrash, c'est marqué Korach piqué achaya. Korach, c'est quelqu'un d'intelligent, de brillant. Mara'a leshtufzo. Comment il est arrivé à une bêtise pareille? Le Midrash nous dit, c'est Rashi le ramène, Eno hit ato. Son œil l'a trompé. Traduction littérale, son œil l'a trompé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans la question piqué achaya? Il était intelligent. Et qu'est-ce que ça veut dire Eno hit ato? Il y a un Rosh Yeshiva Yerushalem qui s'appelle Rav Mordechai Ezrachi. Je vous conseille de lire. Non, son frère. Il a toujours il a 15 ou 16 livres. Et ceux qui sont sur la paracha, c'est écrit d'une manière comme s'il est en train de faire un discours. C'est pas écrit en tant que livre, c'est écrit comme si c'était en plein discours. Donc il jette des phrases. C'est très intéressant comment c'est écrit. Celui qui l'a déjà entendu, quand il le lit, il a l'impression de l'entendre. Et il explique d'une manière incroyable l'erreur de Korach. Chaque personne, on peut la définir par ses capacités. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de débrouillard, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie. Et c'est comme ça qu'en général, on va définir les gens qui nous entourent, par rapport à leurs capacités, par rapport à leur kishurim. D'un autre côté, un homme, c'est pas seulement ses capacités, c'est pas seulement ce qu'il a reçu, c'est pas seulement sur les choses, sur les faits, il est né avec un QI plus élevé que la moyenne, c'est pas de sa faute. Il y a un autre système qui est parallèle, c'est midot, son trait de caractère, pas seulement ses capacités, mais ses traits de caractère. Un homme ne doit pas être défini par ses capacités, mais par ses midot. Je vais donner un exemple. On connaît tous des gens qui sont très forts dans le business. Mais il y a des gens intelligents qui vont investir, qui vont ouvrir une société. Par exemple, ils vont faire du médical, ils vont faire du bien autour d'eux, ils vont investir leur kishurim dans quelque chose de positif. Il y a d'autres qui vont investir leur capacité pour monter des arnaques incroyables. Les deux ne sont pas moins businessman, sauf que un il est bon et un il est mauvais. Celui qui est bon va investir ses capacités dans quelque chose de positif. Celui qui est mauvais va investir ses capacités dans quelque chose de négatif. Donc tout ce que tu vas faire dans ta vie ne dépend pas de tes capacités, dépend plutôt de tes choix qui dépendent de ton cœur. Est-ce que tu fais partie de ceux qui veulent faire du bien ou est-ce que tu fais partie de ceux qui vont faire du mal? Donc en vérité, l'évaluation d'un homme, ça n'est pas ses capacités, mais ses traits de caractère. Plus ses traits de caractère seront positifs, plus il va mettre au service de son envie, de ses traits de caractère positifs, il va mettre toutes ses capacités. Tu peux être quelqu'un de très intelligent, mais si tu es paresseux, alors tu vas investir toute ton intelligence pour expliquer pourquoi tu ne dois pas faire, pas pour faire. Alors que quelqu'un peut être moins intelligent, mais il a envie d'avancer, alors il va réussir à avancer parce que ses traits de caractère ont pris plus de place que ses capacités. En vérité, le waste de la personne, c'est ses midot, c'est pas ses capacités. Et à partir du moment où tu as des bonnes midot, tu arriveras à quelque chose de bien. Tu vas utiliser toutes tes capacités pour arriver à quelque chose de bien. Si tu es quelqu'un qui a des mauvais traits de caractère, tu vas arriver à quelque chose de négatif et tu vas mettre toutes tes capacités au service de ce côté négatif.
Nous dit le Rabbah Ezachi, il dit comme ça. Quelqu'un qui est égoïste, tout gravite autour de sa personne. Quelqu'un qui est égoïste, il est persuadé que chaque situation qu'il va vivre, il ne va pas l'analyser telle qu'elle, il va l'analyser en se projetant dans la situation. Qu'est-ce que tu penses, c'est bien ou c'est pas bien? Comment est-ce qu'il va réfléchir? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc il ne peut pas en vérité analyser la situation. Il est en train de vivre ses propres intérêts dans cette situation. Donc si tout gravite autour de toi-même, chaque chose qu'on va te demander, la première réaction que tu vas avoir, c'est bien pour moi ou c'est pas bien pour moi? Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. C'est pas pour toi qu'on te demande. On te demande est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. En ce moment même, ma femme se trouve au Bet Mishpat. On a des histoires, Baruch Hashem, avec nos voisins qui nous pourrissent la vie. Et notre avocat nous a dit la chauffetette, elle est super. Mais attention, si aujourd'hui on ne gagne pas, la chauffetette, elle est pourrie. Tout dépend de ton intérêt. Tout dépend de ta façon de voir les choses. Tout dépend de tout ce que tu as besoin. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à analyser les choses telles qu'elles sont. On va analyser les choses par rapport à nos besoins. On a une histoire très connue avec Achashverosh et Haman. Haman va voir Achashverosh et Achashverosh lui demande qu'est-ce que tu penses? Je veux donner plein d'honneurs à une personne. Haman, tel qu'on le connaît, à qui est-ce qu'il peut donner tous ces honneurs? Forcément à moi. Donc il y va. Allez hop. Évidemment, il est en train de viser son propre intérêt. Il n'est pas en train de viser l'intérêt de la chose. Pourquoi? Parce que tout gravite autour de sa personne. Nous dit le Midrash, Korach Pikea Chaya. C'est quelqu'un d'intelligent. Il avait des capacités incroyables. Pas simplement des capacités incroyables. Rashi ramène le Midrash. Il y a marqué qu'il a vu dans la prophétie qu'il allait avoir des enfants qui allaient être des grands de la génération. Shmuel, il est comme Moshe et Aaron. Il a dit si ces enfants ils sont tellement réussis, c'est forcément parce qu'ils ont un grand-père comme moi. Et si eux ils sont des grands de la génération, alors moi aussi je suis grand de la génération. C'est-à-dire qu'il n'a pas analysé la situation telle qu'elle est. Il n'a pas vu. Il n'a pas regardé le fait d'avoir des enfants comme Shmuel, c'est justement parce qu'il y a une réaction à leur grand-père et qu'ils ont fait tchouva et c'est pour ça qu'ils sont arrivés où ils sont arrivés. Il n'a même pas imaginé qu'il y ait une situation différente de ce qu'il avait compris au premier regard. Et le premier regard, c'est lui-même. Le premier regard, c'est son intérêt. Si le premier regard, c'est son intérêt, alors il analyse la situation par rapport à son intérêt, il se projette dans le problème. Il n'est pas en train de regarder le problème extérieurement, il se projette dans le problème, et puisqu'il regarde ses propres intérêts, forcément, il va analyser la situation d'une manière compliquée. Rav Steinman, c'était mon Rosh Kollel pendant des années. Une fois, il a fait une sikha au Kollel. Et il a dit qu'il y a marqué dans la paracha, Ha'azinu Hashamayim va'adabera, etc. Il y a marqué Ya'arov kamatar likri. Le passouk nous dit que la Torah, c'est comme de la pluie. Ya'arov kamatar likri, matar c'est la pluie, likri lekartov c'est la Torah. La Torah c'est comme de la pluie. Il y a plusieurs explications dans Ta'anit, pourquoi est-ce qu'on fait cette parallèle. Mais le Rav Steinman, il a dit faites attention à une chose. Un agriculteur, il a besoin de la pluie. Un agriculteur, il a besoin de la pluie. S'il a mis les graines qu'il faut en temps et en heure, quand la pluie elle arrive, il est content. Si tu n'as pas mis de graines, si tu n'as pas planté de graines, c'est toi qui vas te faire planter. Ça ne sert à rien, la pluie sans graines, ça ne sert à rien. Si tu as mis une graine de banane, ne t'attends pas à avoir des tomates. C'est sûr que tu vas avoir des bananes. Tout dépend de la graine. Tout dépend de la graine. Disait Rav Steinman comme ça, il dit que la Torah c'est comme de la pluie. Mais en vérité, tout dépend de la graine. S'il y a des bonnes midotes, la Torah elle va développer des bonnes midotes. S'il y a des mauvaises midotes, la Torah elle va développer des très mauvaises midotes. Et c'est pour ça, disait Rav Steinman, qu'on peut avoir des gens qui ont des connaissances incroyables en Torah, mais d'un autre côté, en termes de midotes, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que la grandeur de leur Torah a développé chez eux des mauvaises midotes. La Gemara elle-même, elle dit que à partir du moment où on commence à étudier de la Gemara, très jeune, on commence à étudier les Gemara, etc., on apprend des techniques d'arnaque. Si on veut mentir, on sait comment le faire et la Gemara nous apprend comment mieux le faire. Tout dépend des midotes. Ça ne dépend pas de ton sechel, ça ne dépend pas de tes capacités intellectuelles, ça dépend de tes midotes. Et si on réfléchit, pourquoi est-ce que ça dépend des midotes? J'en ai déjà parlé, je pense, il y a 2-3 semaines. Toutes nos capacités, on n'a rien fait pour les avoir. On les a telles qu'on les a. On est né avec un quotient intellectuel, on est né dans un contexte, etc., etc. On n'a rien construit. C'est pas entre nos mains. C'est quelque chose qui est inné chez nous. La seule chose qu'on va véritablement développer, c'est nos midotes.
C'est-à-dire que nos parents ont travaillé toute leur vie, ils nous ont donné en héritage un travail qu'ils ont fourni. Notre point de départ, c'est pas leur point d'arrivée. Pardon, notre point de départ, c'est leur point d'arrivée. On commence où ils se sont arrêtés. Si tu restes comme tes parents, donc tu n'as rien fait dans ta vie. Tu n'as pas fait un seul pas en avant. Tu as fait Atek Adbek, copie-coller, ok, donc tu sers à rien. Tu n'as rien fait, tu n'as rien créé. Il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours être capable de faire plus. Parce que notre point de départ, c'est leur point d'arrivée. Après qu'ils aient fourni un grand travail pour pouvoir avancer, nous, on doit être capable de développer. Un homme, ça dépend de son développement, ça ne dépend pas. Il ne peut pas se suffire de ce qu'il est, de ce qu'il a déjà. Il a toujours besoin d'avancer. On le voit dans la vie matérielle, on ne se suffit jamais de ce qu'on a. On a toujours besoin de plus, à plus forte raison dans les vies spirituelles. Vous savez, avant Pessah, on fait toujours des travaux à la maison. Et il y a une histoire comme ça, une copine israélienne à ma femme qui dit, histoire vraie, elle lui dit, on voulait changer le tapis de bain à la salle de bain. On a changé de tapis, on a mis un tapis neuf. Après on a dit, attends, l'évier il n'est pas adapté. Donc on a décidé de changer l'évier. Après ils ont changé la baignoire. En fin de compte ils ont fait des travaux dans toute la maison parce qu'ils ont commencé par un tapis. Mais c'est comme ça, parce qu'on veut aller de l'avant. Seulement pourquoi on le fait dans les travaux de la maison? Parce qu'on est intéressé, parce que c'est ce qu'on veut. Ça doit être pareil dans le spirituel. Tu veux avancer? Alors avance. Et quand tu vas faire un pas en avant, tu vas remarquer qu'il y a certaines choses qu'il faut encore changer. Fais encore un pas en avant, tu vas remarquer qu'il y a encore d'autres choses que tu dois changer. Donc tu dois être tout le temps en mouvement. Mais tout dépend non pas de tes capacités, mais de tes midotes. Il y a une Mishnah dans Avot. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Amar lehem tseu ou ezoï derech yeshara shidabek ba adam. Enseignez-nous quel est le chemin que l'homme doit avoir. Rabbi Eliezer Omer Aïn Tova, d'avoir un œil positif. Tu vois quelqu'un qui réussit, au lieu de réfléchir, pourquoi lui et pas moi, sois content pour lui. Rabbi Yoshua Omer Chaver Tov, un bon ami. Rabbi Yossi Omer Shachen Tov, bientôt chez moi. Rabbi Shimon Omer Aroet Anolad, celui qui arrive à voir le futur. Rabbi Elazar Omer Lev Tov, un bon cœur. Amar Lahem, Roé Ani et Divrei Elazar Ben Arar Shebechal Dvarav Divrechem. Le Lev Tov, ça inclut les 5 choses. Alors je peux comprendre que ça inclut Aïn Tova. Je peux comprendre que ça inclut Chaver Tov, Shachen Tov, parce que tu as un bon cœur. Mais quel rapport entre Lev Tov et l'Irot et Tanolad? L'Irot et Tanolad, c'est de savoir, d'imaginer déjà les répercussions. Quel rapport entre ça et Lev Tov? Aucun rapport? Ben si. L'intelligence émotionnelle d'un côté et Tu sais que si tu fais que tout par lève-top, tu n'auras que des chouettes et des bonnes choses pour toi qui Non, vont ça c'est arriver. pas Ro et Tanolad. Ça tu dis ce qui va se passer, c'est que le Nolad il va être bon. Moi je te parle de l'analyse. Ro et Tanolad dépendent de Lev Tov. Quel rapport? Quel rapport? À partir de quand on définit un homme comme un homme? Exemple très simple. Mon fils a 16 ans ou 17 ans. Papa, laisse-moi conduire. Non. À 18 ans, il va pouvoir passer, enfin peut-être c'est avant, moi je lui dis à 18, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il pourra passer son permis. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, il est responsable. On ne peut pas donner un permis de conduire à quelqu'un qui n'est pas responsable. Un adulte, c'est quelqu'un qui est responsable. Qu'est-ce que c'est responsable? Tu es conscient des risques, tu es conscient de ce qui peut se passer, tu sais déjà comment réagir face à des situations, tu sais que quand tu vas faire A, il va se passer B. Donc un adulte, c'est quelqu'un qui arrive à voir tout ce qui se passe autour et à prendre des décisions par rapport à la chose. Un enfant, il ne réfléchit pas. Il a envie de quelque chose, il prend. Ah, mais tu sais que si tu prends, ou tu sais que si tu vas te servir. J'ai un flash. Ma fille, elle avait 3 ans ou 4 ans. Et un jour, on la cherche dans la maison, on ne la trouve pas. Et après quelques minutes, elle arrive, tranquille, de la macolette. Elle avait pris des trucs, des chocolats. Il faut traverser et tout pour y aller. J'appelle à ma collègue, elle me dit ouais je l'ai vu. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, je dis bon t'en fais pas. Elle réfléchit pas. C'est un enfant, elle veut, elle va, elle prend. Mais tu réfléchis pas à tout ce qui peut se passer, c'est normal. Un adulte, c'est normal qu'il réfléchit plus loin. Donc quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui arrive à voir les répercussions des choses. Quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui arrive à analyser le futur. Mais comment est-ce qu'on peut analyser le futur? Comment est-ce qu'on peut être conscient? Comment est-ce qu'on peut être conscient des résultats des choses qu'on va faire? Ça revient au yesod du départ.
plus tu es égoïste, plus tu ne pourras pas analyser. Parce que chaque chose que tu analyses, ce n'est pas la chose que tu analyses, c'est ton intérêt que tu analyses. Tu es en train de te projeter dans le problème pour essayer de le trancher, mais ce n'est pas ça que tu dois faire. Tu dois comprendre le problème sans regarder ton intérêt. Sans aucun intérêt, tu dois être capable de prendre une décision simplement parce que tu as une question A et B, qu'est-ce que je dois faire? Donc, quel est le trait de caractère qu'il faut avoir pour être capable de lire Hot et Tanolad? Lev-Tov. Pourquoi? C'est quoi Lev-Tov? C'est sortir de soi-même. Lev-Tov, et je vais dire un chidouche incroyable que j'ai vu cette année dans cette Mishnah, avant Shavuot. Il y a marqué là-bas, je ne vais pas l'expliquer en long et en large, mais celui qui veut, qui regarde Perek Bet Mishnah Tête, dans le Tiferet Israël, il dit que Lev-Tov, c'est le trait de caractère qu'il faut avoir pour savoir étudier Beyoun. Pour étudier, pour approfondir dans l'étude. Quel rapport? Monsieur gentil, il est peut-être monsieur bête aussi. Quel rapport avec le fait que tu es gentil et que tu vas réussir à comprendre? Il te dit que quelqu'un qui a Lev-Tov, qui en automatisme est prêt à rendre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est de ça qu'on parle, il a déjà laissé sa personnalité de côté. Il n'est pas au centre de sa vie. Il ne vit pas pour lui-même. Donc à partir du moment où j'ai réussi à sortir de moi, dans ma vision des choses, ma vision elle est pure, elle est propre. Je ne suis pas en train de vivre mes intérêts. Tu poses une question, je ne suis pas en train de dire où est-ce que je vais gagner dans ce qu'il est en train de me demander. La vision des choses, elle est telle qu'elle est. C'est pareil dans la Gemara et c'est pareil dans la vie. Quand tu fais de la Gemara, tu as envie de comprendre d'une certaine manière. Il y a certaines personnes qui font des cours, ils vont te donner une explication d'un passouk, mais ils ne sont pas en train de donner l'explication du passouk. Ils sont en train de prendre leur vision, l'attacher sur le passouk et dire voilà, c'est ce qui est marqué. Comment est-ce que je peux savoir c'est quoi le Hémet? Lev-Tov. Lev-Tov, c'est quoi? C'est que tu sors de toi-même, tu es capable de te donner à 100%, donc tu ne vis pas tes intérêts, donc tu peux analyser les choses telles qu'elles sont. Donc le Lev-Tov, il est Roé Tanolad. Donc le Lev-Tov, c'est un Ben Adam. Donc le Lev-Tov, il est responsable. Donc le point de départ, c'est le Lev-Tov. C'est ne pas vivre sa personne, c'est ne pas s'obstruer la vie avec la vision de soi-même. La fameuse histoire de quelqu'un qui est parti ramasser de l'argent et la personne qui a été interpellée ne voulait pas donner. Et il a dit au Rav, je comprends pas, avant quand j'avais pas beaucoup d'argent, je donnais facilement. Maintenant que je suis très riche, j'arrive pas à donner. Le Rav lui a dit, viens, je vais t'expliquer. Il l'a amené à la fenêtre et lui a dit, qu'est-ce que tu vois dans la rue? Il y a des voitures, il y a des gens, etc. Il l'a mis devant un miroir, il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je me vois moi. Quelle différence? Les deux, c'est une vitre, mais derrière la vitre, il y a une couche d'argent. À partir du moment où toute ta vie, elle gravite autour de tes besoins, couche d'argent, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que toi-même. Le fait que tu es tout le temps en train de vouloir acheter, de vouloir prendre, de vouloir profiter, donc qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu t'occupes que de toi, tu t'occupes de rien d'autre. Si tu t'occupes que de toi, ta vision forcément elle est faussée. Mais pardon, que de toi et avoir un intérêt. C'est-à-dire si tu as un intérêt dans quoi que ce soit, tu n'as pas de Lev-Tov, c'est-à-dire que tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui a un Lev-Tov. Je te demande pas d'arriver directement au dargot très élevé, mais le Lev-Tov, d'abord avant de le définir, le Lev-Tov c'est d'abord, avant que ça soit un Lev-Tov, c'est une habitude physique. Si je te demande un service à 2h du matin, tu vas pas réfléchir et pourquoi moi? Et il a qu'à appeler un garagiste. Ok, pourquoi pas? Alors, mais je suis fatigué. Si je dis non, c'est que j'ai pas un Lev-Tov. Peut-être? Non, ça dépend pour quelle raison. Je sais pas, 2h du matin, peut-être que tu peux trouver peut-être une autre solution, j'ai une bêtise, mais là on prend ce cas-là. C'est pas, en tous les cas, je peux pas dire que tu as un Lev-Tov, je peux pas dire que tu n'as pas un Lev-Tov si tu as des bonnes raisons. Non mais ça c'est une... Non, ouais. Non, mais je parle pas pour moi. Il y a mes cousins qui arrivent de Ben Gurion le samedi soir à 4h. Non mais je parle pas de ça. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait quand on fait quelque chose, si on trouve, si on est des gabadavar quelque part, je vais parler de l'autre côté. Ça veut dire que c'est sûr, je vais répondre à sa question. C'est sûr que, je fais une petite parenthèse, le plus grand problème de l'homme, c'est l'égoïsme. Mais si tu n'es pas égoïste, tu ne pourras jamais avancer. Parce que c'est quelqu'un qui n'a plus aucun intérêt, il est interné dans un hôpital psychiatrique. Non, il a plus rien dans la vie. Donc il faut trouver l'équilibre. Est-ce qu'Hachem voudrait quelqu'un comme ça? Non, d'accord. Non, et c'est de ça que je veux parler. L'équilibre qu'il faut avoir entre les deux. C'est un trait de caractère que tu peux acquérir. Tous les traits de caractère, tu peux les acquérir. C'est pas quoi? Les midotes, tu peux transformer tout ce que tu veux. Rien que pour la petite histoire. Il y a ce côté naturellement, parce que tu l'es pas naturellement. Tu te travailles. Tu travailles. Un homme marié, il se travaille, non? Et c'est bien plus dur que Lev-Tov. Tu
travail, mon ami, t'es pas venu en vacances. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on dit que le laptop, c'est la qualité absolue avec ces choses. C'est la qualité absolue, mais c'est une qualité absolue à acquérir, elle est à vendre, tu peux l'acquérir. C'est pour ça que j'ai dit que le lève-tov, on ne parle pas d'un sentiment, on parle d'acte. Maintenant, il y a besoin de faire quelque chose, il y a besoin d'aider, t'es présent. T'es pas en train de, bon ben je peux pas, c'est pas mon problème, il a qu'à crever, j'en ai rien à foutre. Non. Et le juste milieu, voilà, c'est ça la question. Le juste milieu, on va en parler. Pourquoi parler du milieu? On va aller jusqu'au bout. On doit aller à l'extrême pour arriver au milieu. Mais on doit être capable, un lève-tov. Un lève-tov, c'est quelqu'un. Des fois, il y a des choses que, Stam, tu passes dans la rue, tu vois quelqu'un qui a, je sais pas, tu vois quelqu'un qui est arrêté sur le côté de la On va route. l'aider. Tu peux dire, bon, écoute, il y a 2000 voitures derrière moi, 2000 devant moi, il a son téléphone, il a qu'à se débrouiller. Ok, c'est vrai. Il y a forcément quelqu'un qui va s'arrêter. Mais si tu as un lève-tov, c'est peut-être toi qui vas s'arrêter. Voilà ma question. Et si je m'arrête pas, tu veux dire j'ai pas un Ça laptop? dépend pour quelle raison. J'ai pas. Maintenant, ça veut dire quoi? J'ai ou j'ai pas un lève-tov? Tu veux l'avoir ou tu veux pas l'avoir? Non mais parce que moi, en fait, avoir un laptop c'est instantané pour toi ou c'est Non, quelque c'est un chose? travail. Je vais m'arrêter, je vais me prendre la tête, je vais venir ranger le Beth Midrash que tout le monde a laissé en balaga. Ah, personne ne m'a demandé. C'est pas grave, lève-tov. Le responsable peut se dire aussi c'est une arnaque, c'est dangereux, machin. Donc, Si tu as peur, la Gemara nous dit que qu'est-ce qui nous protège du fait qu'on ne donne pas assez de tzedaka? Les voleurs. Tu vois, quelqu'un qui te dit tzedaka, peut-être c'est un voleur, tu lui donnes pas. Donc ça te protège par rapport à Hachem du fait que tu n'as pas donné. C'est vrai. Mais encore une fois, intéresse-toi. Peut-être que oui, peut-être que non. Sois intéressé et envie de ne pas dire bon, je ferme les yeux, tout ce qui se passe autour ne m'intéresse pas parce que la seule chose qui m'intéresse c'est mon intérêt. Il faut réussir à créer quelque chose en dehors de son intérêt. Après il y a des étapes. Il y a une fois par semaine je fais une BA, ok, point de départ. Il y a quelqu'un qui tous les jours dit je suis obligé de faire un chesed. Il y a un Rosh Hashiva aux États-Unis, j'ai oublié son nom. Tous les matins il préparait un café à sa femme. Tous les matins avant d'aller à la tefila. Non, ne mettez pas sur internet. C'est pas David Elfa? Et tous les matins, il préparait un café à sa femme avant d'aller à la tefila. Son élève lui a dit Rav, mais avant la tefila, on n'a rien le droit de faire. C'est vrai, on n'a rien le droit de faire. Il lui a dit que c'est marqué dans le Zohar qu'avant la tefila, il faut être Mekayem ve'avta l'ereacha kamocha. Savoir se donner à l'autre. Tous les matins, je fais un café à ma femme. Mais ça veut dire ne pas vivre rien que dans sa petite bulle. Ne pas vivre rien que dans mon centre d'intérêt. Mais je vais parler de l'autre côté. Mais encore une fois, pardon, mais sur le laptop, en fait, ça dépend vraiment du contexte. Parce que pour certains, ça va être de s'arrêter au bord de la route, pour certains, ça va être en vitesse, pour certains, ça va être de l'argent. Et ne pas se mentir, et ne pas se voiler la face. Non, moi, mon lève-top, c'est de faire beaucoup d'argent, et comme ça, quand quelqu'un a besoin d'aide, je vais l'aider. Viens, on vérifie, est-ce que c'est seulement ça ton centre d'intérêt, ou tu veux gagner beaucoup d'argent parce que tu as envie d'avoir beaucoup d'argent, et tu te tranquillises en disant, mais bon, je vais donner le maaser. Volon et shaker. Mais le vrai lève-top, c'est quand tu rends service, quand personne n'est au courant, et tu fais un petit service en douce et que tu vas rien recevoir, là, c'est un vrai lève-top. Ok? Rav Dessler, il disait que quand tu rends service à quelqu'un, dès que tu termines de lui donner service, donne-lui une petite pierre. Pourquoi? Parce que de toute façon, il va te jeter une pierre, autant qu'elle soit petite. Il n'est pas reconnaissant. Mais en fin de compte, ça ne va pas me freiner de faire le bien autour de moi. Parce que je ne fais pas le bien pour recevoir. Je fais le bien parce que c'est bien de le faire. Donc c'est le bien absolu. Maintenant, c'est un travail, c'est-à-dire c'est des étapes. On n'est pas en train de dire, bon allez, tout le monde est Mère Teresa maintenant. Bon, c'est pas un bon exemple. Mais on n'est pas en train... Voilà. Non, c'est-à-dire on n'est pas en train de dire, bon allez, tu sais quoi, tu vis pour les autres. Non, j'ai une vie, j'ai une famille, j'ai des intérêts, j'ai un travail, bien sûr. Mais mon centre d'intérêt, il est où? Mon centre d'intérêt, il est où? Que moi-même, où je réussis à faire entrer d'autres choses. Et puis petit à petit, je vais réussir moi-même à sortir de la tmoula et laisser les autres choses en avant. Je vis pour autre chose. Bien sûr, là, il y a le Malbi, mais d'autres posent une question. Rabbi Akiva a dit deux choses qui se contredisent. D'un côté, Ve'afta l'ereacha kamocha. Ve'afta l'ereacha kamocha. Je vais en vacances. Allez, qui veut venir avec moi? Ve'afta l'ereacha kamocha, on a égalité. D'un autre côté, Rabbi Akiva nous dit on est dans le désert. On a une bouteille d'eau. Si on la partage, on meurt tous les deux. Celui qui la boit peut rester en vie. Qui est-ce qui boit la bouteille? Viens, on crève ensemble. Non? Tu passes avant. Et je comprends pas, Rabbi Akiva, tu m'as dit faut pas être fou. Faire aux autres, on aimerait que les autres nous fassent aussi. C'est une définition. Mais être capable de faire aux autres, pas par intérêt, pas parce que tu vas recevoir quelque chose. Vivre aussi les besoins des autres. Mais attends, mais
je gagne X somme par mois. Alors quoi, je dois partager pour l'autre? Non, il y a une règle. Maaser, si tu veux donner plus, tu donnes 20%. C'est tout. En termes d'argent, en termes de rendre service, c'est illimité. Mais si tu vas rendre service toute la journée et ta femme, elle est toute seule en train de faire les courses, donc tu n'as rien compris. Tu n'as pas d'équilibre entre les deux. C'est sûr que tu dois être capable de donner. Et l'endroit où le plus difficile, où c'est le plus difficile de donner, c'est à la maison. Donc on va parler de l'équilibre. C'est l'histoire de quoi? En tous les cas, l'histoire je termine cette partie-là avec la capacité de voir le futur avec une histoire qui est ramenée dans le Zohar. Le Zohar raconte que quelqu'un a vu deux oiseaux se disputer et un des oiseaux a tué l'autre. Après que le deuxième oiseau était mort, le premier il est parti, il est revenu après quelques minutes avec des branches dans son bec. Il a posé les branches sur l'oiseau et l'oiseau s'est relevé. Il a dit ah c'est super. Il a pris les branches, il a trouvé le vaccin du corona milliardaire. Il est tout content. Il va en ville et puis il voit un lion qui est mort. Il dit tiens on va essayer, on va voir si ça marche. Il met sur le lion et le lion se réveille. Non seulement il est content parce qu'il s'est réveillé, parce qu'il était mort, mais il a un petit déj devant lui qui est prêt. Il y a marqué dans le Zohar qu'il a mangé la personne qui l'a réveillé. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte cette histoire? Tout simplement, tu étais tellement occupé de tes intérêts, tu n'as pas compris que si tu réveilles le lion, tu allais te faire bouffer. Tu es tellement préoccupé par tes propres intérêts que tu vois rien d'autre. Et tu comprends pas que si tu es face à un lion, tu vas te faire manger? Donc quelqu'un qui est préoccupé de soi-même, il n'est pas capable de voir plus loin que le bout de son nez. Et ça, c'est Korach. Korach, il est Pikeach Chaya. Pikeach, il était Navi. Il a vu des choses qui étaient vraies. Ses enfants étaient des Gdolé Ador. Mara Aleshtudzo, comment est-ce qu'il a pu analyser d'une manière aussi bête? Et no Itata, son œil l'a trompé, sa vision des choses l'a trompé parce que sa vision était égoïste. Dans le Zohar, c'est marqué que si on prend la Gematria de Moshe, Moshe c'est Mem 40, Shin 300 et 5 345. 345, ça inclut deux autres Gematriot, Korach et Evel. Korach 248, Evel 37. Vérifiez. Non, pas 248, 308 pardon. 308 et 37, 345. Ça c'est le Zohar, tel qu'il est marqué. Ok, super, magnifique, ça fait plaisir. On peut faire maintenant un cours à la radio, on dit un petit vote comme ça, tout le monde est content, mais ça ne veut rien dire. Le Shem Ishmuel, que vous avez en bas, je vous conseille de lire. C'est là que je l'ai vu cette semaine. Donc voilà, vous avez des actions dans cette rachat. Il explique ça d'une manière très simple, magnifique, et qui rentre dans le cadre de ce qu'on a dit. Il revient à l'histoire de Korach, de Caïn et Evel. Caïn tue son frère. Okay, Caïn, c'est pas bien. On sait que Caïn, c'est pas bien. Mais Evel, qui a été tué, pourquoi est-ce qu'il a été tué? On sait très bien qu'on ne peut pas mourir s'il n'y a pas eu de faute avant. Il a été mégaré avec son frère. Non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ah oui, mais il n'a peut-être pas été assez à Nav pour lui faire passer le message que... Genre, il n'avait pas le left-off qui est impossible à avoir. Non, peut-être qu'il aurait... C'est ça. Non, on va voir, c'est plus simple que ça. Il n'était pas obligé de faire le korban, tu t'approches. Le Shem Ishmuel, en tout cas, son frère, il était mégaré avec son frère. Pourquoi il était mégaré? Il lui a donné envie, qu'il a été plus jaloux. Encore dans le plan là? Non, là, tu es plus. Attends, Jean-Jacques Amselem a réglé le problème. Non, il s'est pas vanté du tout, mais en tout cas, il a eu des... Alors le Shem Ishmuel va donner une explication plus simple que ça. Plus simple et plus étonnante, on va dire. Plus étonnante. Il s'est levé pour tuer son frère. Evel s'est levé pour tuer son frère? Peut-être. Donc il a agi en... Il s'est défendu? Légitime défense. Top. Le Shem Ishmuel nous dit que dans le nom de la personne, c'est marqué dans la Gemara, dans le nom de la personne, il y a l'essence de la personne. L'essence de la personne. Shema Kagarim, nous dit la Gemara. Caïn. Pourquoi est-ce qu'il s'est appelé Caïn? Asher Kaniti et Hashem. C'est ce qu'elle a dit Chava. Caïn, c'est un kinyan. Kinyan, c'est une acquisition. Une acquisition, par définition, c'est séparation. J'explique. J'ai acheté cette chaise, maintenant elle est à moi. Pas trop. Non, de toute façon, c'est pas que d'aller investir, mais bon. J'ai acheté cette chaise, elle est à moi et elle est à personne d'autre. Donc quand j'achète quelque chose, forcément, je suis le seul à avoir les pouvoirs sur cette chose-là et personne d'autre n'a aucun pouvoir. Donc je me sépare, je me démarque.
Ok. Maintenant, le risque de se démarquer, c'est qu'à force de se démarquer, tu vas rechercher du pouvoir. J'ai acheté. Ah, non, je suis pas content. Il faut continuer à acheter. Mais le fait de vouloir avoir un kinyan, c'est se démarquer. Je vais expliquer, je vais donner un petit peu une autre. Je vais expliquer. Rabbi Elchanan Wasserman, il dit qu'aujourd'hui, la Avodah Zara, c'est pas comme on raconte dans la Gemara, il se prosterne, etc. La Avodah Zara, c'est l'argent. La Avodah Zara, aujourd'hui, c'est l'argent. Pourquoi? Parce qu'on recherche l'argent, pas parce qu'on a un besoin vital d'avoir de l'argent. Ce besoin vital, on l'a déjà. On veut plus. Le capitalisme, c'est basé sur ça. On est tout le temps en train de chercher plus. Le pouvoir d'achat, c'est le dieu de la France. S'il y a un pouvoir d'achat, alors tout va bien. S'il n'y a pas de pouvoir d'achat, ça va plus. Ok? Pourquoi? Parce que l'acquisition, c'est ça qui me fait vivre. Quand tu viens en Israël, tu apprends un nouveau moussag. Haïti Bakenyom. Et quand tu vas en France, j'étais au centre commercial, ok, le pauvre. Et ici, c'est la sortie. Pourquoi c'est la sortie? Le fait de pouvoir acheter, ça te donne l'expression de quelque chose. Je suis quelqu'un, j'ai quelque chose. Donc je ne suis pas, mais j'ai. Et à travers le j'ai, je suis. Le fait d'acheter, ça me donne un pouvoir, ça me donne un sentiment de pouvoir. Donc le pouvoir d'achat, c'est la nouvelle Avodah Zara. Donc le kinyan en soi, c'est un problème de Avodah Zara. On l'avait déjà vu ensemble sur l'interdit de prêter de l'argent avec intérêt, avec le fameux Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Je vous invite à chercher le cours sur Torah Box. En tous les cas, le kinyan en soi, c'est quelque chose de négatif. Mais Asher Kaniti et Hachem. Dans Caïn, c'est marqué Kaniti et Hachem. Ça veut dire qu'il recherchait un pouvoir pour se rapprocher d'Hachem. Donc c'est quelque chose de positif. Maintenant, on nous dit le Shem Ishmael, venez, on analyse Caïn. D'un côté, il y a le Yazam, il y a le Ish Asakim, il y a celui qui veut aller de l'avant. Il y a celui qui va aller de l'avant. Magnifique. Mais ça dépend où est-ce que tu vas mettre le poids. Est-ce que tu vas aller de l'avant, stam, par intérêt, au Kaniti et Hachem. Donc tu as un trait de caractère. C'est un show. Il va y aller, il va prendre des risques, il va avancer. C'est un trait de caractère positif. Mais attention, le jour où tu vas réussir, oh Hachem, quelle réussite, quel beau gosse. Ah, là là les problèmes commencent à arriver. Hevel, d'un autre côté, nous dit Shlomo Amelech, Hakol Evel Avalim. Il n'y a aucun intérêt. Tout ce qui est matériel n'a aucun intérêt. Un tzaddik, c'est peut-être un raté. Hakol Evel Avalim, ok. Je suis parti de rien, je suis arrivé à rien, je dois rien à personne. C'est vrai, tu dois rien à personne. Mais t'es un bon à rien. Tu sers à rien. Donc, l'équilibre entre Hevel et Caïn, c'est ça qu'il faut rechercher. Caïn, il va de l'avant, mais quand il va de l'avant, il y a des risques. Hevel, il ne va pas de l'avant. Quand il ne va pas de l'avant, il y a aussi des risques. Nous dit le Zohar que dans Moshe Rabbeinu, il y a les deux. Il y a Hevel et il y a Caïn. Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, l'homme le plus humble du monde, de tous les temps. Et pourtant, Moshe, roi d'Israël. Moshe, c'est l'homme qui est marqué le plus de fois dans la Torah. Les qualités de Moshe sont tellement grandes qu'on n'arrive pas à les qualifier. Moshe, pendant 40 ans, on ne le voit pas dans la Torah. Quand il s'est sauvé de Paro, pardon. Il a été pendant 40 ans roi de l'Afrique. Melech Kush. Et il est resté Moshe. Moshe, à chaque fois, Kol Aliotav, il y a marqué chaque chose qu'il faisait, il faisait pour aller de l'avant. Comment est-ce qu'on peut arriver à un équilibre entre les deux? Entre vouloir aller de l'avant et rester humble, Moshe a trouvé cet équilibre. C'est quoi cet équilibre? D'un côté, Hevel, et d'un autre côté, Korach. Hevel, Akol Evel Avalim. Ok, donc je suis humble. Mais Korach, qu'est-ce qu'il voulait, Korach? Il voulait aller de l'avant. Il a dit à Moshe, c'est moi qui dois être Kohen Gadol. Et son envie d'être Kohen Gadol, elle n'était pas négative. Il avait véritablement envie d'aller de l'avant. Mais tu es parti trop loin. Tu as dépassé une étape que tu ne devais pas dépasser. Il te manquait cet équilibre entre ces deux traits de caractère. Nous dit le Zohar, quand t'enlèves de Moshe et Hevel, tu arrives à Korach. Si tu n'as pas l'humilité de Hevel, alors tu étais Moshe. Tu n'as pas l'humilité de Hevel, tu n'as pas Akol Evel Avalim, tu vas arriver à Korach. Donc c'est pas simplement un jeu de mots. Moshe est égal à Hevel et Korach. L'équilibre de ces deux traits de caractère, c'est Moshe. Et quel est cet équilibre? Lev-Tov. Ce qu'on a dit au départ. Le Lev-Tov, c'est je vais vivre ma vie. Je vais vivre ma vie. Donc je m'occupe de mes besoins, c'est normal. Mais je ne vis pas fermé. Les deux plus grands manigim du peuple juif, Moshe et David Amelech, il y en a d'autres, mais bien sûr, Moshe et David Amelech comme exemple.
Moshe, quand est-ce que Hachem a dit c'est lui qui va être le manique du peuple juif? Quand il est parti dans le désert chercher une de ses chefs qui s'est évadée, et Moshe a dit peut-être qu'elle va mourir de soif. Eh ben elle a qu'à crever. Son problème, lève tov, l'eau, pas l'eau. Moshe a dit quoi? Hachem a dit quoi? Il est intéressé par un animal? Ok. David Amelech, il se bat avec un lion, il se bat avec un ours. Pourquoi? Pour une chèvre? Elle a qu'à crever, qu'est-ce que tu t'en fous? Lève tov. Le Chafetz Chaim, une fois avait un invité à la maison. Et il le sert à manger, il le sert à boire, il prépare son lit. Et l'autre, il est gêné, Rav. Chafetz Chaim m'a dit, je comprends pas. Quand je mets les films le matin, tu veux les mettre à ma place? Non. Moi, ça me fait plaisir de te servir. Qu'est-ce qu'il y a? Dans toute la splendeur du Chafetz Chaim, je ne sais pas si vous pouvez imaginer la grandeur du Chafetz Chaim, c'était un homme simple. Rabbi Avraham Ginochovski, c'était un génie en toi. Quand je vous dis un génie, c'est un génie. Mais c'était un homme d'une simplicité incroyable. Une fois, un de ses élèves il a raconté ça qu'après son décès. Il a dit, je passe dans une rue à Bnei Brak, et je vois le Rav sur une échelle, en train de parler à la fenêtre d'un troisième étage, il est là sur l'échelle en train de parler. Un vieux. Il a dit, peut-être il est fatigué, peut-être. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit de ne pas raconter. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je suis passé dans la rue, j'ai entendu des enfants pleurer. Je suis monté, j'ai toqué, personne ne m'a ouvert. Je leur ai demandé pourquoi ils pleuraient. Ils m'ont dit, mais nos parents sont partis, ils ont dit qu'ils allaient revenir vite, mais on est seuls, on a peur. Alors il a dit, bon, alors ouvrez la porte, je vais rester avec vous. Non, papa et maman, ils ont dit, on n'ouvre pas la porte aux étrangers. Ok. Alors je vais arriver par la fenêtre et je vais vous raconter des histoires. Un gadol sans. Alors il monte, ça se fait pas de monter avec son truc, il monte sur la côté de la fenêtre, il est en train de raconter des histoires. Ce même Rav, il est parti une fois dans un hôpital psychiatrique pour aller voir quelqu'un qui était interné. Quand il sort de là-bas, il voit quelqu'un qui est en attente dans une salle d'attente chez un médecin. Maintenant, vous comprenez, vous imaginez la situation. C'est pas le type, il a un problème de pied, il a un problème psychiatrique. La honte. Le Rav, tac au tac, il réagit. Bon, moi je raconte pas pour toi, toi tu racontes pas pour moi. Ok? Ça, quelqu'un, c'est-à-dire, il est là, il vit les autres, il comprend son problème, il a déjà trouvé la solution. Il n'est pas fermé autour de lui-même, il n'est pas en train de vivre sa petite vie, il est fermé, il est en train de s'intéresser. Donc l'équilibre entre aller de l'avant et rester simple, c'est Lev Tov. Il y a une dernière histoire avec Reb Shlomo Zalman Auerbach que je viens de me rappeler. Reb Shlomo Zalman Auerbach, c'était un des grands de la génération d'avant. En tout, incroyable. Pour vous faire comprendre la grandeur de cet homme, quand sa femme est décédée, il a dit que normalement on doit demander Mechila à sa femme. Normalement, c'est comme ça, on doit demander Mechila à sa femme. Sauf si elle était marocaine, c'est elle qui doit demander, mais c'est pas grave. Reb Shlomo Zalman, il a dit, moi j'ai pas besoin de demander Mechila. J'ai jamais blessé ma femme. La grandeur d'un homme, jamais blessé ma femme. Ce même Reb Shlomo Zalman, tout le monde venait chez lui pour lui poser des questions. Et une fois, il y avait quelqu'un qui était chez lui pendant longtemps, et il y a quelqu'un qui attendait dehors, il voit que ça dure, il rentre. Et il voit que la personne qui est là-bas, c'est quelqu'un qui n'est pas très équilibré. Et Reb Shlomo Zalman, il discute avec lui. De quoi il discute? Alors la personne qui était un peu fatiguée mentalement, il lui montrait au Rav, il dit, ouais, tu vois, regarde, j'ai des comprimés, il y a des bleus, il y a des jaunes. Le matin, je prends 2 bleus et une jaune, l'après-midi, il lui fait tout un truc. Et Reb Shlomo Zalman dit, ah, moi aussi, je prends des bleus, mais moi, c'est pas pour ça, c'est pour autre chose. Simple, simple. Être capable d'être à l'écoute de l'autre, alors que tu as toute la terre qui attend. Qu'est-ce que tu vas dire? Et lui aussi, il a besoin de moi. Et lui aussi, il est là. Et lui aussi, c'est un besoin. L'équilibre entre la grandeur et la simplicité, c'est le savoir se donner pour les autres. Ne pas vivre fermé autour de soi-même. Mais c'est très simple. Ça a l'air très compliqué, mais c'est très simple. Un sourire à une petite vieille qui est ta voisine, que personne ne fait attention, c'est déjà suffisant. Un matin, je suis venu ici, il y avait le jardinier qui était là. Il était en train de couper. Je lui ai dit Bokertov, parce que c'est inné, parce que c'est français. Il a arrêté sa machine, il m'a dit Ataeudem c'est Aliar Shav. J'ai rien fait. Il m'a dit les gens ils passent, j'existe pas. Tu vois quelqu'un, il est en train de balayer, tu vois un miscan, il est en train de transpirer. Donne-lui un verre d'eau. Dis-lui magnifique, la rue elle est propre grâce à toi, Todarabah, tous les jours je te bénis. Fais-lui sa journée avec un petit sourire. C'est tellement facile, mais quand on a les yeux ouverts vers les autres, quand on a les yeux ouverts que vers l'intérieur, on voit rien d'autre que soi-même. La fameuse histoire du miroir, Be'atzlacha à tous, ça va nous faire. Rabbi Hania Ben Akish אומר,